Bonjour, bienvenue dans cette session intitulée Work It Smarter, David Better, Ship It Faster and Update It Stronger. Tout le monde a la référence, c'est bon. Alors, nous sommes de Microsoft France, je suis Eric Grenon, je suis le CTO pour la partie digitale et app innovation. Je suis accompagné de Philippe Didier-Georges, qui est Cloud Solution Architect, et de Louis-Guillaume Morand, qui est Senior Cloud Solution Architect, sauf qu'il est papa depuis 3 jours, donc il n'est pas avec nous. On va parler de platform engineering. En fait, derrière ce titre un peu accrocheur, il y a un concept qui existe depuis quelques années, mais qui est plus ou moins bien implémenté. Donc, c'est du platform engineering. On aura les problèmes que rencontrent les développeurs et pourquoi le platform engineering y répond. Et à la fin, on aura une petite perspective sur qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux un peu plus tard. Alors, je commence cette session en disant que DevOps est mort. Et je vais même aller plus loin. DevOps n'a jamais fonctionné. Les concepts sur le papier sont fabuleux. L'implémentation réelle sur le terrain n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que ça marche à la taille d'une petite équipe et ça ne fonctionne pas à scale. Donc le principe de début est vrai, mais par contre, la mise à l'échelle de ce principe ne fonctionne pas. Premièrement, à cause de l'échelle. Deuxièmement, à cause du landscape de technologie. En fait, ça marche bien quand on a peu de technologie. Aujourd'hui, les technologies, il y en a des centaines chaque jour qui arrivent et qu'il faut prendre en compte, qu'il faut adopter, comprendre et mettre en œuvre. Et ensuite, troisième élément, pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'on a dit qu'il faut casser les silos entre le dev qui est à gauche et l'ops qui est à droite. Et en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut faire des silos. Par contre, je vais expliquer comment faire que les silos puissent dialoguer entre eux. Donc tout ça fait que ça ne fonctionne pas. 2023, le rapport DevOps indique que 80% des entreprises qui ont fait DevOps at scale, en fait, ont un plateau de productivité. C'est le principe du DevOps, je le rappelle, c'est quand même améliorer la rapidité avec laquelle on peut livrer en production des produits et des services, puisqu'il y a la partie Ops. Donc ça ne fonctionne pas, mais vive DevOps quand même, et longue vie à DevOps. Parce que les principes sont bons. Donc comme les principes sont bons, gardons-les. Changeons l'implémentation technique. Et donc, on va, au lieu de dire il y a les devs à gauche et les ops à droite, on va dire on analyse le cycle de vie du développeur, il fait de l'inner loop pour lui. Donc en gros, il fait son code, il teste, ça fonctionne, il fait son produit, et ensuite il transforme son produit en service en faisant la partie de droite qui était avant de l'ops. Mais pourquoi ça fonctionne? Parce que cette fois-ci, on lui met un support. Et je dis bien un support, et non pas une case qui bloque. On lui met un support qui s'appelle justement la plateforme. Et du coup, les ops qui étaient à droite arrivent en dessous, au sens plateforme, et ils sont essentiels au dev, au sens où ils vont fournir tout ce qui est support pour le dev. Et au-dessus, il n'y a qu'une question de dev, c'est du dev-dev, et non pas d'ops. Parce que le but ultime, hein, c'est quand même le ops, il faut le rappeler. Donc une fois qu'on fait ça, on se dit, bon, bah, c'est très bien, on a une plateforme, c'est ce qu'on a toujours fait. Non, c'est pas ce qu'on a toujours fait. La définition de la plateforme est un peu différente. Jusqu'à présent, la plateforme, c'était j'enferme le développeur dans quelque chose qui est fourni par une autre équipe. Ici, c'est le développeur peut utiliser la plateforme pour aller plus vite, ou ne pas l'utiliser, s'il n'a pas besoin de l'utiliser. Et du coup, on arrive à la définition, qui est que le platform engineering, c'est une discipline qui consiste à prévoir, à développer et à maintenir quelque chose qui permet de maximiser la liberté des développeurs et de minimiser la charge intellectuelle des développeurs. Parce que c'est bien ça le secret, c'est que le développeur, s'il a trop de choses à faire, à la fin, il n'est pas performant. Et donc, il doit aller avec d'autres équipes, et comme il va avec d'autres équipes, problème de friction, puisqu'on n'a pas les mêmes concerns. Et tout ça dans le seul but d'aller plus vite. Parce que le seul but, c'est délivrer l'innovation à la vitesse de l'entreprise. Donc, une fois qu'on a dit ça, on se dit, bon, ok, a priori, c'est bien. Et en fait, ça ne marche que parce qu'on a une vision produit. Et en fait, c'est ça qui est un peu nouveau, c'est que la plateforme doit être gérée comme un produit. Gérée comme un produit, ça veut dire que je dois construire quelque chose qui est indépendant de mon client. Mon client, en l'occurrence, c'est le développeur. Par contre, comme c'est un produit, j'ai un catalogue de services et je dois le maintenir, le faire évoluer et faire quelque chose qui s'adapte et qui sera consommé par mon client. C'est ça le secret. Et faire un produit, ça ne suffit pas, puisque la plateforme, c'est un service, puisque c'est un produit qui est opéré et qui fonctionne. Et là, on a quelque chose qui permet de répondre à la vélocité des développeurs. Donc oui, c'est bien une évolution du DevOps, mais en fait, c'est une rupture complète parce que c'est, au contraire, à ramener les silos. Et donc chaque fois qu'on dit platform engineering, c'est enlever les silos, c'est l'inverse, parce que si on enlève les silos, on revient au DevOps d'origine et donc on n'a rien gagné. Alors, la vélocité, si on l'analyse précisément, il y a deux composants. Enfin, ce que j'appelle développeur work environment, c'est plutôt l'inner loop. C'est moi, je suis développeur, comment est-ce que j'ai tout ce qui m'entoure
chaque seconde, au sens où j'ai mon IDE, j'ai mon OS en dessous, j'ai mes outils, ainsi de suite. Là, je peux déjà avoir des problèmes. Donc là, le platform engineering doit y répondre. Deuxièmement, c'est une fois que j'ai shippé un produit, je veux qu'il soit opéré, et donc je veux que ce soit un service, et là, j'ai d'autres problèmes. Cette fois-ci, c'est l'application runtime environnement, et là aussi, il faut que ça aille plus vite, que ce soit plus souple, et que moi, en tant que développeur, je n'ai pas besoin de comprendre tous les concepts que je veux consommer. Enfin, c'est quand même essentiel. Moi, je suis développeur, je fais du code, je réponds à un problème fonctionnel. Je n'ai pas envie de faire des choses plutôt IT pro. Par contre, je suis contraint par mon entreprise. Et donc, ça tombe bien, comme je ne vais pas le faire, la plateforme me le fournir, donc je n'ai pas besoin de me poser la question. Par contre, je sais que je vais bien le consommer, donc je vais être tranquille, moi, en tant que développeur. Tout est une question d'équilibre. Une fois que j'ai donné beaucoup de liberté aux développeurs, comment est-ce que je m'assure que tout ça, ça soit consistant, tout ça, ça soit sécurisé, tout ça, ça soit disponible en self-service. C'est quand même ça. Cette balance-là, vous l'aurez tout le long de la présentation parce que c'est la clé. C'est de dire où est-ce qu'est mon équilibre. Et si mon développeur il a trop de liberté, à un moment donné, il aura un problème quand il voudra passer en production parce qu'il va re-rentrer dans quelque chose d'un peu plus normé. Et du coup, il y aura séparation des intentions. Une fois qu'on fait ça, en fait, on peut résumer le platform engineering en 3 étapes. Premièrement, je démarre bien, sans me poser de questions parce que je sais que je peux démarrer bien. Si je suis développeur et je sais ce que je veux faire, je n'ai pas besoin de partir sur cette première brique. Mais la platform engineering va me le fournir. Deuxième chose, c'est dans le cycle de vie de mon application, je continue à rester bien. Ce n'est pas évident parce que l'environnement dans lequel j'exécute vit, mais moi, je dois continuer à rester bien sans avoir cette charge intellectuelle encore une fois. Et tout ça, je dois le faire moi-même. Je n'ai pas envie de passer par une autre équipe ou une interface. Et donc, on arrive au premier problème. Parce qu'on le prend dans l'ordre. Il y a plein de problèmes, mais on n'a que 45 minutes. Comme DevOps, c'est en fait un processus d'amélioration continue, et donc il y a plein de problèmes à régler. Donc on ne va pas les prendre tous de front. Par contre, on a commencé, l'idée c'est d'adresser les problèmes un à un. Premier problème, et c'est déjà en termes de timing, quand je suis développeur, on a parlé de l'onboarding, c'est mon premier problème que je vais rencontrer. Déjà, le fait d'avoir mon environnement de développement, mon espace de travail qui fonctionne. Alors si je rentre dans la société, c'est configurer l'OS, ma machine, etc. Mais après, même sur un nouveau projet, c'est récupérer les droits, configurer la machine, le bon service, l'accès, etc., les outils, trouver la doc, etc. Donc il y a plein d'étapes avec des temps d'attente qui sont longs pour, en fait, entre le moment où je vais rentrer sur le projet dans l'équipe et commencer en fait à produire de la valeur dessus. Donc là, on va voir, on a plusieurs approches qui sont possibles. Alors la première, c'est de dire... Il a pas fait la bascule en duplicate. Ok, il faut que je stoppe le slide. Du coup. Okay. Ouais. Bon, on va faire comme ça. Alors, plusieurs approches possibles. Donc la première, c'est de dire, ok, en tant que développeur, on va te fournir tes environnements de dev plus rapidement. Donc, en fait, quand j'arrive en tant que développeur, j'ai mon compte de l'entreprise et je peux me connecter. On me dit, tiens, va sur le portail dev de la société, sur lequel tu vas pouvoir retrouver et demander un peu tes machines de développement. Donc là, en l'occurrence, le développeur portal, j'ai déjà 2 machines. On va voir après à quoi ça ressemble, mais je peux demander moi-même, donc c'est le côté self-service, ne pas attendre, ne pas faire une demande avec process qui va passer par quelqu'un, faire une demande de nouvelle machine. Donc en fait, là je suis en autonomie pour créer ma machine. Si je dis par exemple j'ai une machine de développement que je vais appeler Devox Ex Machina, donc je lui donne le nom que je souhaite. Je peux choisir un certain nombre de modèles qui ont été mis en place pour mon projet parce que j'ai des besoins soit d'un environnement de développement .NET ou Python par exemple, avec des ressources qui sont déjà attribuées. Et en fait, je vais pouvoir customiser en plus. C'est ça le côté intéressant, c'est qu'on a des machines qui sont déjà équipées de tous les outils standards, de tous les runtime, etc. Et je vais pouvoir dire, tiens, je veux aller rajouter un fichier de customisation. Et si on regarde à quoi ça ressemble, en fait, c'est juste un pipeline YAML, donc c'est du code, avec des petites tâches qui vont être exécutées suite à l'initialisation de la machine. Donc là, par exemple, je fais l'installation de VS Code, je vais installer WSL2 parce que, comme c'est une machine .NET, j'ai quand même besoin d'avoir un sous-système Linux. Je vais installer les extensions pour mon VS Code. Ce fichier-là, on peut le fournir à nos développeurs, ils peuvent le customiser, ils peuvent se le passer dans l'équipe. Ça permet vraiment d'avoir la machine personnalisée directement. Et donc, si on regarde, alors là, je ne vais pas le faire, ça prend un petit peu de temps à l'approvisionner, mais si je regarde ensuite comment l'utiliser, c'est simplement du remote desktop. Donc là, typiquement, on s'enlève toutes les problématiques de dire « Ah, tiens, la machine développeur pour ce projet, finalement, elle n'est pas assez puissante, il faudrait rajouter de la RAM, il faudrait changer de machine. Il n'a pas l'accès, il n'a pas tel processeur qui ne supporte pas les derniers drivers de virtualisation, etc., etc. » Et donc là, j'ai une vraie machine en ligne avec déjà les outils préconfigurés.
je retrouve mon Visual Studio, j'ai déjà tous les comptes qui sont configurés avec mon GitHub Copilot, par exemple, où je peux aller commencer à échanger avec lui. Il va me répondre et du coup, je vais retrouver déjà mon code avec le repo qui est cloné. Ça va répondre à plein de use cases dans les cas où vous avez besoin d'avoir vraiment une machine où vous pouvez installer le logiciel, vous avez besoin de supporter d'anciennes versions de SDK avec d'anciennes versions d'IDE, plusieurs versions. C'est toujours un peu compliqué pour ne pas pourrir la machine. On a une autre approche aussi qui est possible sur GitHub qui s'appelle les code spaces. Et donc les code spaces, vous l'avez sur GitHub. L'idée c'est que quand vous allez sur votre repo, vous pouvez soit cloner directement, soit lancer des code spaces. C'est le même principe en fait, sauf que ça se base sur des conteneurs. Donc ça s'appuie sur une définition qui est les dev conteneurs, en fait, qui est une petite norme qui est supportée. Ben, là, vous le voyez, je peux lancer un VS Code directement intégré dans mon IDE. En fait, ça s'exécute sur un conteneur qui est chez GitHub, mais ça va être supporté aussi en termes d'intégration sur VS Code, sur IntelliJ, par exemple, si vous faites du Java. Et vous avez une expérience complète, c'est-à-dire que vous pouvez faire votre debug, exposer vos ports, vous pouvez avoir des extensions, etc., etc. Donc ça, c'est deux approches et ça permet encore une fois aux développeurs, ça s'appuie là sur, donc je disais, la spécification de dev conteneur, où vous avez de la même façon un fichier en fait que vous avez dans votre repo qui permet de personnaliser un peu tout ça, de définir quelles sont les extensions que vous voulez, de cloner automatiquement le repo, etc., etc. Alors tout ça, c'est la vision. Je consomme le produit, mais Ouais. si je suis plateforme ingénieur, je n'ai pas cette vision-là. Qu'est-ce que C'est ça. je mets à disposition de Alors, mes utilisateurs? Tout à fait. Côté plateforme, puisqu'on fournit la plateforme aux développeurs. Alors, si on regarde côté le fameux Dev Portal qu'on a vu, en fait, derrière, on a une ressource qui s'appelle le Dev Center, dans lequel on va pouvoir définir justement les différentes DevBox qu'on va vouloir. Donc là, c'est les modèles de machines qu'on veut pouvoir fournir à nos développeurs. Donc on les construit en fait de ce côté-là pour les mettre à disposition, avec voilà, un petit peu les ressources, on définit tout ce qu'on veut là-dedans. Et ensuite, en fait, on va gérer tout ce qui est accès en fait, par projet. Donc là, par exemple, j'ai un projet TechBrief, et dans ce projet, en fait, c'est là que je vais pouvoir inviter mes développeurs dedans, leur dire, sur ce projet-là, on sait que c'est tel stack technique, on va mettre à dispo tel et tel type de machine, et en fait, on va pouvoir, voilà, comme ça, proposer les machines directement au développeur. Le développeur, quand il se connecte, lui, il voit juste les projets automatiquement auxquels il est attribué, et les machines qu'il peut provisionner. Et bien sûr, on peut mettre des limites, puisqu'on veut quand même pouvoir, comme on laisse la liberté aux développeurs, on veut quand même pouvoir s'assurer qu'on ne va pas exploser les coûts si c'est un petit peu mal fait. Donc on va pouvoir mettre des limites pour optimiser les coûts. Ok, merci. Voilà. Si on passe sur les slides, on va bien comprendre que DevBox, ce n'est pas une plateforme de VDI, ce n'est pas j'ai ma machine. C'est moi en tant que développeur, à un instant T, j'ai besoin d'avoir accès à quelque chose. Et donc, dans la partie de gauche, c'est le développeur, il se dit, moi, je vais travailler sur le projet X, alors, le projet A en l'occurrence, et je vais faire une partie front. Et du coup, une partie front, ça a besoin, pas de chance, le front, il est sur une vieille version de .NET, et donc il faut une machine spécifique avec une vieille version. Et puis, après, il se dit, dans la même journée, en fait, je vais aussi travailler sur le partie back. Et du coup, je vais démarrer l'autre machine qui s'appelle la DevBox Back. Et puis, à la fin de journée, tiens, je vais aider un collègue qui est, lui, sur le projet B. Et là, pour le coup, c'est de l'API, c'est encore autre chose. Je change complètement d'environnement, je change complètement de repo. Et donc, je ne veux pas à chaque fois dire « Ah, c'est ma machine, je dois casser des choses, je dois rajouter de la configuration. » Mais en fait, je n'ai pas ce sujet-là. Moi, développeur, je veux juste avoir instantanément quelque chose qui me permet de travailler. Et donc, je démarre, et donc j'ai une cardinalité qui est 1N. Moi, en tant que développeur, j'ai N machines, enfin, j'ai même N projets qui ont chacun M machines. Et à la fin, je ne me pose pas la question de où est-ce qu'est mon code repo, quelles sont les bonnes pratiques, qu'est-ce que je dois ajouter comme extension, parce que toute l'équipe utilise une extension spécifique. Tout ça, c'est fourni par le dev lead qui a dit voilà nous, dans notre équipe, comment est-ce qu'on fonctionne, et le dev lead a consommé ce qu'a mis à disposition le platform engineer, c'est-à-dire quelque chose qui est conforme aux règles de l'entreprise. C'est quand même ça qui est important. C'est pas du shadow IT, c'est pas je gère moi-même. Moi, en tant que développeur, je veux surtout pas gérer mon OS ou les choses qui est au-dessus. Si je veux aller plus loin, je mets mon fichier de conf pour aller un tout petit peu plus loin, parce que moi, on est dans la même équipe tous les deux, mais j'ai des petits trucs en plus, parce que j'utilise Visual Studio un petit peu différemment de toi. Code Spaces, c'est pareil. Vous avez des environnements conteneurs, et puis ça, c'est le principe du développement conteneur spécification. Vous l'aurez pour la vidéo si vous voulez faire pause dessus. Alors, une fois que j'ai un bel environnement pour développer, c'est tout. Là, j'ai fait l'inner loop, j'ai un bel environnement, c'est tout. C'est ça. Après, je commence à coder. Et une fois que je code, en fait, je vais vouloir
le mettre en place, le déployer sur des environnements pour pouvoir le mettre à dispo. Donc la partie runtime, disposer d'un environnement de runtime, pas que de travail. Et donc du coup, là, je me heurte de nouveau à plein de problématiques, des problématiques de droit, approvisionner les ressources. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire aussi? Parce qu'il y a plein de règles au final en termes de sécurité, de compliance, que moi en tant que développeur, je ne suis pas forcément censé connaître, c'est pas évident. Donc du coup, on va voir ce qui est possible de faire de ce côté-là. Alors du coup, il faut que j'arrête les slides, j'y pense. Hop. Donc du coup, on va retourner sur notre portail d'avant, puisqu'au final, c'est mon outil principal en tant que développeur, c'est le point d'entrée principal. Et là, je vais voir un petit peu quel type de ressources j'ai à ma disposition. Donc là, je vois que j'ai aussi des environnements. Donc j'ai déjà un environnement qui est provisionné, qui s'appelle Devoxx Sample Web App PDG1. Et je suis vraiment le owner de cet environnement. Donc si je clique dessus, je vois qu'en fait, ça correspond, j'arrive sur le portail Azure et ça correspond bien à des ressources qui ont été déployées et où je suis owner, donc j'ai la liberté de faire un peu ce que je veux. Si, même approche, hein, si j'ai besoin d'un nouvel environnement pour une démo, par exemple, dans le cadre d'une présentation Devoxx, je vais demander un nouvel environnement, je vais lui donner un nom en disant Devoxx Demo Web App, donc je lui donne un nom, je sélectionne, alors vous voyez que je suis sur le projet TechBrief, là, qu'on avait vu tout à l'heure. Donc j'ai un certain nombre de types d'environnements que je peux proposer, environnement de démo, et j'ai encore une fois des modèles ici qui sont mis à ma disposition, qui sont basés sur de l'infra as code, qui respectent les règles, on va dire, définies par mes équipes infra et par mon équipe plateforme. Donc si je prends celle-ci par exemple, je vois que, comme c'est un environnement de démo, Devoxx, je sais que ça dure jusqu'à vendredi, donc par exemple, je peux dire tout de suite, tiens, je vais dire que tu peux me le supprimer automatiquement vendredi soir à 19h, et comme ça, je n'ai pas besoin de m'en occuper, ça ne va pas rester traîné pour rien. Et du coup, là, il me demande quelques paramètres, donc par exemple, c'est une application où il y a une web app et un serveur SQL, donc il me demande un mot de passe SQL, peu importe, hein. Hop, et il va me demander une web app name, donc ça va être Devoxx web app. Et je peux choisir aussi la taille, en fait, la puissance simplement du service que j'ai pour hoster ma web app. Je fais create, et donc là, il part en fait dans le processus de création. Alors, ça c'est bien, c'est le portail, c'est pratique et effectivement c'est user-friendly. Maintenant, il y a une intégration bien sûr en ligne de commande parce qu'en tant que développeur, on n'a pas envie de passer notre temps à switcher d'un truc à un autre et on aime bien aussi automatiser. Donc du coup, j'ai la possibilité en fait avec la ligne de commande développeur Azure, donc AZ Developer, AZD, de en fait initialiser en fait toute la configuration de mon projet pour ensuite travailler avec ce deployment environment. Donc j'ai fait une première commande AZD init qui me crée en fait un fichier Azure YAML à la base de mon projet. Et en fait, dans ce projet, la première configuration que je fais, c'est de lui dire, OK, mon projet, il va travailler avec un Dev Center, qui est la ressource qu'on a vue sur Azure, hein, qui me permet d'avoir les environnements. Et je lui donne simplement le nom du projet, on retrouve encore une fois, et le nom du catalogue, puisqu'en fait, on va voir après, il y a des catalogues d'environnements qui sont mis à disposition. Et donc, en fait, le fait de faire ça, avec ma commande AZD, en fait, je peux lister mes environnements. Et donc, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, je peux gérer directement des environnements, créer des environnements locaux quand je commence à travailler, et ensuite gérer le déploiement. Et je peux automatiquement, on le voit, comme je me suis connecté à mon Dev Center, récupérer ici mon Devoxx Sample Web App PDG1, qui est juste en remote, qui n'est pas encore en local, donc je ne l'ai pas récupéré. Par contre, il existe déjà sur mon Dev Center, et je sais que j'y ai accès, et je vais pouvoir déployer mes instances dessus. Très bien. Et côté Platform Engineer, c'est quoi tout ça? Alors, côté Platform Engineer, en fait, on se retrouve de nouveau sur le Dev Center. Hein, c'est le point d'entrée où on avait défini nos DevBox. On a aussi la partie développement, mise à disposition des environnements. Donc déjà, je retrouve la définition des différents types d'environnements que je vais avoir. Donc ça, c'est plus pour nous pour classer. Et ensuite, la partie vraiment clé, c'est les catalogues. Les catalogues, c'est simplement du coup le fameux catalogue d'environnement préconfiguré que je veux fournir à mes développeurs. Donc on voit en fait c'est juste un repo GitHub sur lequel je pointe. Et alors si on veut regarder à quoi ça ressemble, c'est tout simple. Il est ici. Non, il n'est pas ici. Hop, hop, hop. Je vais prendre le lien. Hop. Voilà, il ressemble à ça. Et donc, en fait, je vais avoir les définitions de mes DevBox avec les scripts de customisation. Et je vais retrouver en fait un dossier environnement qui me permet en fait de définir certains modèles. Et les modèles, on a ici, par exemple, le manifeste où on déclare le fameux Happy Node, qui est le template que je suis en train de déployer et qui me demande 3 paramètres. Si vous vous rappelez, le nom de la web app,
le type de SKU, donc c'est le dimensionnement pour la web app avec les différentes options autorisées, et le mot de passe administrateur. Et en fait, ça c'est juste le manifeste qui va me permettre de l'intégrer au portail. Et derrière, j'ai le vrai template en fait qui est ici du Biceps, mais qui pourrait être du Terraform par exemple. Si j'utilise du Terraform, c'est pas un problème, ça marche avec. Très bien. Alors du coup, c'est parfait, on a compris, côté développeur, je réponds, j'ai pas besoin de me soucier de comment instancier mon environnement, quels sont les éléments de mon environnement, puisque c'est mon équipe qui l'a construit et moi je suis juste contributeur au code, et donc je n'ai pas envie de me soucier du sous-jacent, ça je le consomme. Mais je le consomme comment? C'est les plateformes ingénieurs qui me mettent à disposition ces éléments-là. Alors là, on a montré juste la partie je crée des ressources et du coup j'ai quelque chose qui correspond à ce que mon application va demander pour pouvoir s'exécuter, mais il y a quand même la partie des mappings pour dire bah, si je choisis un environnement de type test, je suis peut-être full admin dessus. Si c'est du dev, j'ai peut-être juste les logs, et puis si c'est de la prod, j'ai peut-être rien du tout parce qu'il faut passer par d'autres plateformes pour avoir accès. Et donc ça, c'est pareil, c'est les plateformes ingénieurs qui vont faire ces mappings-là entre les permissions, les utilisateurs et les ressources. Ça va être configuré. Alors que je disais tout à l'heure, c'est pas une boîte fermée. Alors c'est vrai que c'est important parce qu'on se dit, bah là en fait j'ai fourni un template et puis c'est fini. S'il sort du template, comment il fait le développeur? En fait c'est pas grave parce que quand je fournis les environnements mapping, je fournis les éléments de compliance tels que les policies. Et les policies, c'est dire sur la plateforme elle-même, et non pas la façon dont je consomme la plateforme, sur la plateforme elle-même, voici les règles. Et après, peu importe comment j'arrive pour consommer cette plateforme. Si j'arrive avec le portail Azure, avec la CLI, avec des REST API ou avec justement ces environnements-là, de toute façon, les règles ne sont pas bypassables puisqu'elles sont en dessous, elles sont au niveau de la plateforme. Et du coup, moi, en tant que plateforme ingénieur, je suis tranquille, je sais que c'est conforme. Ensuite, en tant que développeur, bah, je consomme, puisque l'idée c'est d'aller plus vite, donc je fais que consommer, et je consomme pour Minerloop pour moi-même, donc justement je veux déployer mon environnement pour faire mes tests localement, mais je peux les intégrer complètement dans ma chaîne de production, en disant bah, cette fois-ci, je disais justement comme il y a les mappings aussi pour dire qu'il y a des environnements de production, et c'est la même chose. Je n'ai pas à me reposer la question, attention maintenant j'ai fini mon dev, je vais passer en prod, quel est le nouveau processus, c'est exactement le même. Et tout ça, ça marche parce qu'il y a un bon équilibre entre la mise à disposition en self-service pour les développeurs et le contrôle appliqué par les plateformes ingénieurs. Alors, le contrôle, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui, au contraire, m'accélère les choses et m'enlève une charge intellectuelle de me dire, je vais déployer cette ressource, est-ce que je suis conforme avec les règles de sécurité à l'instant T? Et est-ce que je suis conforme avec les règles de sécurité à l'instant T plus 1? Et là, ça devient encore plus compliqué, parce que je ne vais pas lire un wiki tous les 4 matins pour dire, ah, ben, on a changé la façon de déployer une web app. AZD, on en a parlé, voilà, c'est une façon de modéliser son environnement, et puis du coup, on peut s'intégrer facilement. En tant que développeur, c'est plutôt natif. Enfin, pour nous, c'est pas exceptionnel. Tout ça, c'était très bien, mais vous allez dire, mais c'est un cas très particulier, c'est un cas Microsoft. Alors oui, c'est vrai, parce que ce que l'on voulait, c'était donner des exemples sur le concept de platform engineering, le vrai concept de platform engineering. Attention, le platform engineering n'est pas quelque chose comme une cible qui est définie dans l'espace. C'est un concept qui continue à bouger puisque c'est un produit, donc il n'y a pas de fin. Et aujourd'hui, il n'y a aucun produit mature ou aucune stack technologique mature pour dire c'est bon, je mets ça en place, j'ai mon platform engineering du sol au plafond. C'est pas vrai, c'est en cours de redéfinition et c'est en cours d'implémentation technique par rapport au concept. Et du coup, dans le concern 3, c'est justement comment est-ce que j'étends. C'est plutôt joli ce qu'on a vu, mais comment est-ce que je l'étends? Et pour l'étendre, c'est peut-être nous en tant que développeurs, on doit se reposer la question de comment est-ce que je modélise mon application? Parce que mon application aujourd'hui, c'est quand même des éléments très techniques. C'est pas vraiment une modélisation d'application. Et comment est-ce que je m'abstrais un petit peu de la partie technique justement en tant que développeur? C'est le concern numéro 3. La problématique qu'on a aussi, c'est que de se dire, on a une solution là qui marche très bien quand on est full Azure. Maintenant, en dehors, faut aussi avoir une solution globale qui me permette d'adresser dans une société où je ne vais pas faire que de l'Azure, où même par définition, on doit pouvoir facilement basculer. Et bien du coup, les concepts dont tu parlais, on a un projet qu'on voulait vous présenter qui s'appelle Radius et qui propose un peu cette approche-là. L'idée, c'est de proposer en fait une couche d'abstraction. Justement, puisqu'on parlait de retrouver un peu des silos entre les développeurs et les plateformes ingénieurs, et en fait d'avoir une couche d'abstraction au milieu qui permette d'avoir une interface pour que ces deux équipes puissent travailler plus facilement ensemble, collaborer plus facilement ensemble. Et cette interface, en fait, c'est des recettes d'infrastructure. Donc on va détailler un petit peu ce que c'est juste après.
Mais l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir les permettre de travailler ensemble et d'avoir aussi, de pouvoir tirer un peu de cette définition des graphes d'architecture pour pouvoir visualiser les composants de votre architecture, comment ils communiquent, un petit peu tout ce qui se passe. Et comme on disait, le fait de pouvoir surtout être agnostique du cloud final, du cloud provider, voire de pointer sur du on-premise. Donc Radius, voilà comment ça se traduit. Globalement, vous avez vraiment deux blocs. D'un côté, les développeurs qui vont définir l'application, l'architecture, donc ils vont utiliser des blocs un petit peu élémentaires comme j'ai des conteneurs sur lesquels je vais déployer un applicatif, des connexions, la gestion de mes secrets. Je vais avoir des services particuliers, des briques comme Redis, Mongo, c'est vraiment des trucs particuliers, une base SQL, un RabbitMQ, etc. Donc pour tout ça, je vais avoir des briques élémentaires qui vont permettre aux développeurs de construire son application. Et en fait, on a ensuite l'environnement qui est provisionné par les équipes d'infra, et au final, ce qui va faire le lien entre les deux, c'est les recettes. Appliqué au platform engineering et aux équipes, du coup, voilà comment ça va se passer. Comme j'ai dit, c'est les développeurs, ils vont se concentrer sur construire l'application, et les opérateurs, ils vont en fait se charger de définir les environnements en eux-mêmes, donc vraiment l'infrastructure, et les recettes pour pouvoir qu'ils mettent à disposition des développeurs. Et ça, tout ça, ça va permettre ensuite de déployer, quelle que soit la cible, de façon indépendante, la même application. Et donc, petit point sur les recettes, pour comprendre un petit peu ce que c'est, en fait, ça va être des templates d'infra as code, Terraform, Biceps. C'est extensible parce que, bien sûr, le projet, on ne l'a pas encore dit, mais est open source, et donc on peut bien sûr étendre à toute autre chose. Et donc l'idée, c'est simplement de se dire, le développeur, de son point de vue, il a un conteneur et il va avoir une base de données SQL, c'est ce qu'il déclare. Et après, en fonction de l'environnement qu'il va cibler, si on est sur Azure, ça va être une base de données SQL Azure managée. Si on est sur un Kubernetes, ça va être un Docker SQL, etc. On va peut-être faire une petite pause là-dessus. Il faut bien comprendre, quand on dit j'ai un objet conteneur, c'est moi en tant que développeur, j'ai spécifié c'est un objet conteneur. Oui. Quand je dis c'est un SQLDB, c'est un objet de type vraiment SQL, c'est-à-dire c'est une base relationnelle de type SQL. Ce n'est pas une abstraction fonctionnelle. Ça, c'est un autre produit, c'est Dapper, on n'en parle pas aujourd'hui. Là, on est vraiment, j'ai des objets technologiques que moi, en tant que développeur, je veux. Je veux absolument une base relationnelle de type SQL. Et après, par contre, je n'ai pas envie de savoir l'implémentation technique de cet objet SQLDB. Parce que ça, c'est le problème du platform engineer. Moi, je veux juste que ça réponde. Quand je fais des jointures, ça fait des jointures. Il ne va pas me mettre juste un clé-valeur derrière, il va me mettre quelque chose de type SQL. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on a mis la magie sur la recette. C'est parce qu'en fait, moi, ma charge cognitive, elle s'arrête à dire est-ce que j'ai besoin de quelque chose de relationnel ou pas? Et ça s'arrête là. Et j'ai pas besoin de me dire ah mais en plus, il faut que je comprenne, tiens, est-ce que c'est de l'Oracle, est-ce que c'est du Postgre, est-ce que c'est du SQL Server? Après, ça, c'est le boulot d'une autre équipe. Et la recette, je disais tout à l'heure, on fait exprès des silos. Mais pour que les silos marchent bien, il faut des contraintes d'interface, et l'interface ici, c'est la recette. Alors, on va montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Hop. Alors, donc là, déjà, je vais vous montrer une petite application qui tourne sur Radius. Hop. Voilà, donc là, on a une petite application toute simple de to-do qui tourne en local sur ma machine. Et du coup, to-do list classique, je peux aller ajouter des tâches, je peux les complete, je peux les supprimer. Et du coup, hop, ce qu'on voit, c'est qu'il me dit « No database is configured ». Donc pour l'instant, j'ai juste l'application qui tourne. On le voit ici dans une autre page qui est conteneur info qui me permet de voir ça et qui me dit « No connection defined ». Et pour cause, on va regarder un petit peu comment mon application elle est définie. Hop, je vais aller dans mon app.bicep. Donc là, on le dit, je définis en fait la structure de mon application. J'ai juste coupé le debug. En fait, j'ai vraiment là où je définis mon application en tant que développeur. Donc ce que je lui ai dit pour l'instant, c'est juste, j'ai une démo en fait qui est mon conteneur avec le code de mon application, le lien vers l'image, et je dis voilà, je fais un mapping sur le port 3000. Du coup, l'idée, c'est que je vais utiliser des recettes pour pouvoir ajouter une base de données, donc en l'occurrence un Redis. Et donc, pour ça, j'ai une petite commande rad qui me permet, en fait, la commande radius, qui me permet d'accéder à un certain nombre de choses, et notamment, par exemple, de lister mes recettes. Tac. Donc là, alors attends, je vais agrandir comme ça. Donc là, j'ai une liste de recettes qui sont à ma disposition, donc j'ai le type de recette. Et donc, par exemple, là, je vois que parmi tous les trucs que j'ai un Redis cache. Donc, c'est ça que je souhaite utiliser. Et après, j'ai en plus le lien du template parce qu'aujourd'hui, je suis en un environnement de défaut, de développement, et donc je pointe sur une recette local dev.
qui est spécifique pour le local. Ok, très bien. Donc comme j'ai cette recette-là, en fait, cette valeur-là de data store Redis cache, c'est ça que je vais utiliser, le type qui est ici, pour l'ajouter en fait simplement comme nouvelle ressource dans mon fichier en fait d'infra pour dire j'ajoute un Redis. Et donc je l'appelle DB. Je retrouve ici le type qu'on a vu, le Redis cache, data store Redis cache. Et simplement, ensuite, mon application, je veux qu'elle puisse communiquer avec. Donc, je vais aller rajouter une connexion où je lui dis, voilà, c'est de type Redis et ma source, c'est ma DB, qui est ici, ma ressource DB.id. Donc, le fait d'avoir ça, ils vont pouvoir communiquer. Donc, je fais juste ça en tant que développeur. Et alors, bien sûr, au niveau de mon app, il a connaissance de cet objet, de cette connexion DB, il la cherche, ça a été configuré quand même. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste lancer un run de mon app.bicep. Et on va voir ce qu'il fait, sachant que c'est ce que j'avais fait avant pour faire tourner l'application toute seule. Donc là, deployment in progress, il me dit OK, je te lance l'application To-Do App dans l'environnement défaut pour le workspace défaut. Là, il commence par me déployer ma ressource DB, du coup la nouvelle, qui est le cache Redis. Voilà, une fois qu'il a terminé, il me déploie de nouveau ma démo, donc mon application. Et donc, du coup, dès que ce sera démarré... Ok, donc là je vois déjà j'ai des logs Redis qui apparaissent, j'ai différentes choses. Donc si je retourne sur mon application et que je rafraîchis juste la page, cette fois-ci j'ai bien une connexion Redis qui est détectée, qui pointe vers mon cluster, donc svc.cluster.local, qui est en fait un cluster Kubernetes que j'ai en local qui tourne chez moi. Et si je vais sur mon application, que j'ajoute par exemple une tâche demo devbox at devox, voilà, on peut regarder et voir en fait dans les logs que effectivement j'ai des logs de mon Redis qui passent où je vois que j'ai ajouté l'item demo devbox at devox qui est ici, que vous voyez, je pense qu'il est là, qui est passé. Donc ok, donc la connexion s'est bien passée, mon application marche bien. Maintenant, ok, donc moi en tant que développeur, j'ai fait mon code, c'est prêt, je suis prêt à le déployer. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que je vais avoir une pull request, ça va passer dans la pipeline. Qu'est-ce qui va se passer dans la pipeline? Là, je vais vous le montrer manuellement, parce que du coup, ça va être un peu plus simple. Mais du coup, je vais utiliser la notion de workspace, puisqu'en fait, Radius permet aussi en local d'avoir des notions de workspace, d'environnement, pour pouvoir gérer plusieurs environnements. Et donc, je vais déjà lister pour voir ce qu'on a comme workspace de configurer. Donc, j'ai mon workspace défaut qui est le dev, et j'ai un workspace pré-prod qui pointe sur un environnement Azure pré-prod. Donc, très bien, je vais faire un switch sur cet environnement pour passer sur la pré-prod. Je suis sur le workspace. Mon code reste le même, il n'y a pas de souci. Je vais juste... Ah, il n'a pas aimé. Ah, c'est le switch que j'ai mal tapé. Hop, switch pré-prod. Et donc, je peux refaire en fait mon rad recipe list pour voir les recettes en fait qui me sont proposées, puisque je pointe plus sur le même environnement. Là, c'est un environnement Azure. Avant, j'avais des recettes qui étaient local dev, si vous vous rappelez. Là, maintenant, déjà, j'ai un petit peu moins de recettes à dispo parce qu'au niveau plateforme, l'équipe qui fournit la plateforme a dit non, aujourd'hui sur Azure, on n'a que ces services-là qui sont mis à dispo. Donc j'ai ces recettes, mais bon, ça tombe bien, j'ai effectivement Redis. Je sais que c'est un projet standard que je peux utiliser, c'est un composant standard. Donc en fait, c'est bien le même type que j'ai, simplement, au niveau du template qui va utiliser sur le déploiement, c'est un template, cette fois, une recette Azure. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, j'ai juste à relancer mon application. Donc le run, en fait, comme on l'a vu, ça build, ça déploie sur l'environnement cible. Et donc cette fois-ci, il va me redéployer mon application sur mon cluster pour que je puisse tester, mais avec toutes les autres ressources en fait, qui pointent sur Azure. Et donc, on revoit qu'il déploie ma DB, donc c'est le même type qu'avant. Mais donc on verra après l'effet une fois qu'il a terminé de builder. Je pense que vous avez compris le concept et on peut peut-être avancer. Ouais, ok, ça marche. En gros, on répond, encore une fois, en se disant moi, en tant que développeur, j'ai pas envie de savoir l'implémentation technique, c'est pas un sujet de développeur. Par contre, je veux absolument... moi, je suis dev, donc moi, je sais ce dont a besoin mon application. Ça, c'est important. Je suis impératif vis-à-vis des gens de la plateforme. Par contre, c'est eux qui vont avoir justement... Alors que je disais, il faut des silos, mais il faut quand même avoir un bon travail collaboratif, parce que si les plateformes ingénieurs se disent, bon non, Redis, ça sert à rien, on va pas en mettre pas de SQL, on va mettre que du NoSQL,
et qu'en fait tous les développeurs dans l'entreprise disent bah si moi je veux ça, ça fait partie de la gestion d'un produit. Dans la gestion d'un produit, c'est écouter ses utilisateurs finaux. Les utilisateurs finaux, en fait, ce sont les ingénieurs en interne. Les écouter pour mettre à disposition de plus en plus de capacités et aussi faire évoluer ces capacités et surtout en enlever aussi. Parce qu'à un moment donné, sinon la plateforme devient géante, enfin gargantuesque, et peut-être c'est plus utilisé ou c'est moins utilisé. Et donc il faut commencer à avoir une vision comment je décommissionne des services ou des recettes que j'ai mis à disposition parce que c'est peut-être plus l'état de l'art dans l'entreprise. Alors, on a une très bonne nouvelle pour vous, c'est que ce produit-là, c'est un produit CNCF et qui a été accepté au niveau Sandbox cette semaine, enfin avant-hier. Avant-hier, ouais. Donc vous pouvez contribuer. Alors, bien sûr, c'est niveau Sandbox, hein, donc allez pas faire de la production avec, hein, je vous ai jamais dit ça. Enfin, on vous a jamais dit ça. Hein. On a dit un jour, vous ferez de la production avec. Si vous vous souvenez d'OAM, OAM c'était les concepts philosophiques. On n'avait pas fini l'histoire. Cette fois-ci, avec Radius, on finit l'histoire, puisqu'on fait un produit derrière qui permet de mettre en place ces concepts philosophiques, de dire comment je modélise une application par des relations entre des éléments, et non pas en disant je veux cet objet technologique. Donc ça, c'est très intéressant. Contribuer, regarder, essayer. Ça a été fait par Azure Incubation. Si vous connaissez Azure Incubation, c'est par exemple eux qui ont démarré Dapper. Keda aussi. Enfin, voilà, plein d'éléments très utiles aujourd'hui dans le monde CNCF. Et allez voir, effectivement, parce qu'on a... Ça bouge vite. Essayé de faire très court comme démo, mais il y a vraiment beaucoup de choses en plus. Donc, allez voir. Oui, c'est une petite partie de Radius. Enfin, Radius, l'histoire complète est un petit peu plus large. C'est en version 0.3 aujourd'hui, donc encore un peu loin de la production, mais contribuer. Je pense que c'est ça qui peut être intéressant pour vous, d'avoir cette notion d'abstraction. On fera un jour une session un petit peu plus loin, comment est-ce qu'on a abstrait jusqu'au niveau fonctionnel pour les développeurs, parce qu'on a quand même dans les 12 factors, enfin les 15 factors plus, on a quand même un problème, c'est qu'à chaque fois on met des frameworks, on met des SDK spécifiques pour une implémentation technique, c'est un anti-pattern du cloud native. Et justement, en faisant une extraction fonctionnelle, avec Dapper, on répond à cette partie-là en disant, moi en tant que développeur, je n'ai pas besoin de faire un binding fort avec un objet technologique. Ça conclut, enfin nos trois problèmes concluent notre présentation d'aujourd'hui. Bien sûr, il y en aurait bien plus, parce que là, on est juste au début de la chaîne. Puisqu'on a dit, on refait du DevOps, enfin, on fait du vrai DevOps, et non pas du DevOps comme on a imaginé il y a 20 ans. Enfin, les choses ont changé aussi. Donc, on donne le maximum de liberté aux développeurs, on réduit la charge cognitive au sens où on concentre le développeur sur les choses qu'il doit connaître et là où il peut aller plus loin parce que c'est son métier, donc faire du développement et travailler plus sur du développement que tout ce qui est autour pour héberger son application. Et on dit bien aujourd'hui toutes les applications, enfin peut-être pas toutes, mais beaucoup d'applications aujourd'hui sont des services et pas des produits. Et donc on a des problèmes d'opération que les développeurs n'ont pas à prendre en compte. Tout ça pour faire de l'innovation plus rapide. Alors, nous, c'était 3 problèmes, mais en fait, la map, ça serait à peu près tout ça. Donc, on a fait 3 cases. Hein. Donc, on pourrait passer la semaine dessus, avec des produits divers et variés qu'il faut intégrer et ainsi de suite. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, attention, le platform engineering aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est mature, et ça ne le sera jamais, et ça ne doit pas l'être. Parce que si vous dites, c'est bon, je suis mature, j'ai fini mon platform engineering, bah, vous n'avez pas fait un produit. Enfin, si, vous avez sclérosé votre boîte, et puis vous ne bougez plus. Ce qui n'est pas du tout la vision. Donc il y a plein de choses, on pourrait aller plus loin sur tous les sujets. Dans le titre de la session, on disait bien, je construis, mais je teste, par exemple, c'est un sujet, comment est-ce que je teste en continu, et comment est-ce que je monitore les choses, et comment du coup est-ce que j'opère les choses sans avoir besoin de le faire. On pourrait aller au niveau de maturité 4 de l'IOPS, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On a déjà vu comment avoir des environnements pour tester. Oui, déjà c'est bien. Au moins ça arrive, c'est consistant, et on va plus loin. Et donc du coup, le platform engineering, il faut le voir comme un empilement de couches. Donc vous pouvez pas dire demain, dans mon entreprise, je vais faire du platform engineering tel niveau de maturité. C'est pas possible parce que c'est un produit. Donc ça dépend de ce que veulent consommer vos utilisateurs. Si tous vos développeurs disent c'est bon, moi je gère mes DevBox, je gère mes environnements, par contre je ne sais pas faire la partie monitoring, la partie télémétrie, bah, du coup le platform engineer il va commencer par faire la brique télémétrie et monitoring parce que ça va apporter plus de valeur et justement ça va éviter aux développeurs de comprendre des nouveaux concepts. Donc c'est ça, on empile des couches, on fait forcément des couches plutôt fondamentaux d'entreprise, transverses, pas propres au projet, puis après on monte sur les applications, qu'est-ce qu'on doit fournir, et à la fin on fournit des templates. Et on disait bien, encore une fois, les templates ce sont des accélérateurs, ce n'est pas une boîte dans laquelle on enferme le développeur, c'est un support, et le développeur il peut aller jusque là où il veut. Tout ça en self-service, parce que le but c'est qu'il n'y ait pas de friction. Platform engineering c'est tout à propos du produit, du concept de produit.
entre l'équilibre entre développeurs et plateforme ingénieur, mais en fait, c'est l'équilibre entre la liberté et les garde-fous. Et c'est bien, quand on est libre, d'avoir des garde-fous. Ça évite de faire des erreurs malgré nous. C'est pas qu'on veut faire n'importe quoi, c'est qu'on n'est pas compétent dans tous les domaines, et donc c'est bien. On est confiant, on peut faire des choses en liberté avec confiance. Ça conclut notre présentation de ce matin. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller sur aka.ms/plat-ong-learn. Vous avez du coup les concepts qu'on a définis ici, mais aussi comment les mettre en œuvre et avoir un chemin, parce que les concepts sont utiles que s'ils existent. Et donc il faut avoir un chemin pour pouvoir les mettre en œuvre, et les différents chemins d'ailleurs pour les mettre en œuvre. Sur ce lien-là, vous avez différentes suggestions de la part de Microsoft. Et il nous reste 4 minutes 45, on est plutôt bon. Ouais. Pour les questions. Les questions, il y a des micros. Oui. Alors du coup, je vois rien, désolé, mais il y a des micros et il faut prendre le micro et on répondra aux questions. Ou pas d'ailleurs. Hein. On se laisse la liberté de répondre ou pas aux questions. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question concernant le resource sharing. C'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir une DB qui est loadée, mais en fait très très peu active, et dans laquelle on pourrait mettre plusieurs applications. Est-ce que c'est le genre de choses qu'on peut aussi définir comme ça as code en disant bon ben voilà, moi je veux tel DB, bah là celle-là elle n'est pas loadée, va là-dedans quoi. Anti-pattern cloud. Ok. Parce que du coup, la DB elle est propre au projet ou propre à l'application. Ouais. La plateforme qui héberge la DB pourrait avoir, elle, plusieurs DB et du coup mutualiser les ressources physiques entre ces DB, entre ces applications. Mais on ne fait pas un objet DB partagé entre différentes applications. Parce que si l'application 2, elle dit bah, moi je veux évoluer ou je veux d'un seul coup j'ai un pattern complètement différent, j'ai un pic de charge, elle va casser les autres applications à côté. Du coup c'est un anti-pattern cloud puisqu'on commence à avoir de l'interaction entre applications alors que la vélocité des applications doit être indépendante. Okay. Par contre, j'avais pensé qu'effectivement, on n'avait pas montré la recette parce qu'on a la possibilité de définir les recettes, du coup, au niveau plateforme, et de définir notamment le dimensionnement. C'est-à-dire que typiquement, tu es dans un environnement de développement et tu sais que tu peux avoir une base qui est beaucoup plus petite. Plutôt que de la partager, et ben en fait, tu vas pouvoir le définir au niveau de la plateforme en disant bah, pour cet environnement, j'ai une recette spécifique et je définis quelles sont les valeurs. Par exemple, le dimensionnement du service, de base, en développement, tu es plutôt sur du basique. Si tu es, sur de la prod, tu seras sur du premium parce que tu dimensionnes aussi par rapport aux besoins. Mais effectivement, l'idée, c'est pas de mixer, c'est plus de dire, bah, on a, comme c'est pour des applications cloud natives quand même, de base, l'idée c'est de pouvoir facilement scaler, puisque tu as soit des ressources managées, soit du Kubernetes, donc tu peux facilement scaler aux besoins. C'est plus l'idée d'avoir des petits conteneurs unitaires à la bonne taille plutôt que d'avoir une grosse ressource partagée. Parce que la promesse du cloud, c'est disponibilité immédiate, puissance infinie. Donc tu ne te poses pas la question, mon application dans 3 mois, elle sera où? Tu te poses la question, mon application dans 3 jours, elle sera où? Et donc quel est le tiers que je dois consommer là, même dans 3 minutes? Et si dans 6 minutes, je dois consommer plus ou moins, c'est à la plateforme, au sens le cloud provider, de fournir cette capacité de right scaler au bon moment. Donc tu ne commences pas à dire je sais que lui il ne consomme pas, donc je peux consommer ses ressources. Ce n'est pas ton problème en tant qu'app, c'est le problème au niveau du cloud provider. On peut prendre d'autres questions, on a encore 2 minutes. Bonjour, merci pour cette présentation intéressante. En fait, moi, en tant que dev, donc je peux instancier assez rapidement mon environnement pour développer. Mais est-ce que vous avez des conseils, par exemple, pour ceux et celles qui veulent travailler en pair, par exemple? Est-ce que ces outils peuvent aider justement pour cet aspect-là? Oui. Bon, alors, de base, en fait, ça ne va pas changer fondamentalement. Si tu as ta machine, et par exemple, je disais, tu as une vraie expérience VS Code, je ne sais pas si tu travailles en pair programming au même endroit, de toute façon, tu vas te mettre devant la machine. Et si tu es à distance, tu as par exemple sur VS Code le live share qui permet de travailler vraiment une super expérience de pair programming à distance. Et tu as en fait un vrai VS Code. Et d'ailleurs, ton environnement tourne. L'idée, par exemple, d'avoir le dev container qui tourne, le code space qui tourne sur GitHub, mais tu peux l'avoir sur ton VS Code en local. Et en fait, simplement l'exécution, le contexte d'exécution se fait sur GitHub, ce qui fait que si tu as besoin de telle version de Python que tu n'as pas en local, en fait, ça tourne à distance. Et toi, tu peux basculer d'un à l'autre, mais tu restes dans ton VS Code. Donc l'expérience reste la même, c'est complètement intégré. C'est juste pour t'enlever, on va dire, toute la complexité de configuration de l'environnement, d'un moment où tu vas commencer à pourrir ta machine parce que tu as plein de trucs différents, plein d'outils de version, que ça complique un peu les choses. C'est bien, c'est une réponse longue par rapport à oui. Oui, c'était peut-être un peu court, mais c'est bien. Merci. On peut prendre encore une question, on a encore 40 secondes.
Merci. Je me demandais si le problème de l'initialisation des données est adressé. Ce que je veux dire, c'est qu'on a souvent des contextes de paramétrage dédiés à un contexte d'utilisation d'une catégorie de clients. Et en fait, pour faire mon dev, j'ai besoin d'initialiser ce paramétrage. Et donc, j'ai pas seulement besoin de l'infra, mais aussi des données qui sont à initialiser à partir de backups qui sont idéalement. Oui, le seed initial est spécifique, oui. Enfin, pour nous, c'est juste. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe déjà dans ton entreprise. Tu te dis, je déploie, puis après, je lance un script qui seed. C'est juste un script, en fait, c'est plutôt un backup de base. Ou oui, c'est quelque chose qui va dire à un moment donné, je prends une ressource qui a été pré-provisionnée, et puis j'enchaîne une étape suivante. Donc, c'est juste t'enchaînes une étape dans la création de ton environnement, en l'occurrence. Ouais, c'est ça, il faut se dire que Radius, ça se repose déjà sur que des technos qui existent. C'est juste que ça rajoute une surcouche par-dessus, c'est-à-dire que tu pars de tu as déjà tes templates d'IAC, Terraform, Biceps, en fait tu vas juste rajouter quelques petites choses qui font que tu vas plutôt aller pointer sur des recettes sur Radius et déployer avec une ligne de commande différente. Mais malgré tout, le principe reste le même, c'est de l'IAC. Donc l'initialisation que tu as de tes données, si tu l'as déjà, tu continues d'utiliser pareil et de l'avoir dans ta pipeline. Alors on est overtime je crois, on va s'arrêter là. Par contre on est dispo toute la journée sur le stand de Microsoft pour pouvoir discuter et aller plus loin sur tous ces concepts. On vous remercie de nous avoir écoutés ce matin. Merci à tous.